Le 1er juin, les forces ukrainiennes ont mené une attaque qui n'a pas seulement frappé le moral russe, mais qui a également touché la capacité stratégique de la Russie, en atteignant les précieux et vitaux bombardiers nucléaires situés dans des bases profondément à l'intérieur du territoire russe. Pour cela, les Ukrainiens ont utilisé des drones déjà connus ainsi que d'autres expérimentaux. C'est quelque chose d'important parce que, malgré la victoire russe de plus en plus évidente, les Ukrainiens ont perdu la majeure partie de leur territoire agricole, la majeure partie de leur pôle industriel, ils manquent donc d'énergie et sont extorqués par les États-Unis, mais au milieu de tant de difficultés, ils ont réussi à se distinguer par leur capacité d'innovation industrielle, militaire et stratégique. En réalité, les Ukrainiens, avec les Russes, sont les seules forces armées de la planète qui sont aujourd'hui préparées pour la véritable guerre du XXIe siècle, avec l'utilisation intensive de drones et d'intelligence artificielle. Nous avons déjà vu ici sur la chaîne une vidéo parlant de la comparaison industrielle militaire entre l'Europe et la Russie, mais aujourd'hui nous allons voir le cas ukrainien et sa capacité militaro-industrielle, qui sera probablement la colonne vertébrale de la reprise économique du pays et une référence pour de nombreux pays pendant des décennies. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tous vos proches pour aider la chaîne géopolitique mondiale à continuer de grandir. Votre soutien est très important. Et si vous aimez ce contenu d'analyse stratégique et d'intelligence, pensez à devenir membre. En devenant membre, vous avez non seulement un accès anticipé aux vidéos et aux vidéos exclusives, mais vous garantissez aussi que la chaîne géopolitique mondiale puisse se concentrer sur son essence sans avoir à se soucier du nombre de vues. Surtout parce que la chaîne est en shadowban sur YouTube, donc votre soutien c'est fondamental. Adriano Peta, géopolitique mondiale. Il est vital de comprendre la réponse industrielle de l'Ukraine à l'invasion russe, car c'est un pays qui a perdu la majeure partie de son pôle industriel et qui a dû s'adapter en urgence au milieu de la guerre et du manque de ressources de toutes sortes, y compris de ressources humaines. Se fier uniquement à l'envoi d'armes et de fournitures par les Européens et les Américains n'était pas une option car non seulement ils mettaient du temps à arriver, mais en plus beaucoup de choses, lorsqu'elles étaient envoyées, étaient soit déjà obsolètes, soit littéralement inutilisables à cause du temps, ce qui a obligé les Ukrainiens à faire preuve de créativité. Mais pour cela, nous devons examiner la situation des entreprises de défense ukrainiennes avant l'invasion, marquée à la fois par un potentiel très important et par un processus de déclin causé principalement par la corruption systémique. En 1991, une très grande partie du complexe militaro-industriel soviétique était située en Ukraine, avec 3594 entreprises et organisations scientifiques produisant des produits militaires et à double usage, se concentrant à la fois sur le marché civil et le marché militaire, avec un total d'environ 3 millions d'employés. Près de 700 de ces entreprises, dont 205 associations industrielles et 139 organisations scientifiques industrielles, employaient directement environ 1 450 000 personnes dans la production d'articles militaires. Les institutions scientifiques de recherche ukrainiennes étaient impliquées dans une grande partie des recherches scientifiques fondamentales et appliquées de l'Union soviétique dans le domaine de la sécurité et de la défense. L'Ukraine produisait des missiles balistiques intercontinentaux, les missiles balistiques intercontinentaux des croiseurs et des porte-avions, des avions de transport, des chars de combat principaux, des missiles RR, des complexes de missiles anti-chars et une longue liste d'autres armes et équipements militaires de haute technologie pour l'époque. Cependant, le nombre d'entreprises ukrainiennes orientées vers la défense a rapidement chuté après l'effondrement de l'Union soviétique, et jusqu'en 1993, le nombre d'usines liées à la défense avait diminué de plus de 50%, suivi d'une réduction massive des commandes. Ainsi, l'Ukraine non seulement a cessé d'acheter de nouvelles armes pendant un certain temps, mais elle est également devenue la cible d'une démilitarisation forcée, au cours de laquelle les armes et équipements militaires ont été détruits ou même transférés à la Russie avec le soutien de partenaires occidentaux. Comme cela a déjà été largement rapporté par plusieurs chaînes en langue portugaise, l'Ukraine a renoncé à 176 missiles balistiques intercontinentaux, environ 2000 ogives nucléaires stratégiques et approximativement 4000 ogives nucléaires tactiques. Mais il y a cependant quelques nuances à cela, car l'Ukraine a hérité des ogives, mais ne les contrôlait pas pleinement, pour 3 raisons principales. La première est que les systèmes de commandement et de contrôle restaient sous le contrôle de Moscou.
Les ogives nucléaires étaient installées sur des timbres sur des missiles comme le SS-18 et le SS-19, mais les codes d'activation, l'infrastructure de commandement et les systèmes d'autorisation étaient centralisés à Moscou. Et sans accès à ce système, l'Ukraine ne pouvait pas lancer les missiles, même si elle l'avait voulu. Deuxièmement, la majorité des ogives étaient séparées des vecteurs, car après l'indépendance, une grande partie des ogives avait été retirée des missiles et stockée dans des bunkers, et le processus de maintenance technique et de surveillance dépendait encore de la Russie. L'Ukraine ne disposait pas d'une infrastructure indépendante pour maintenir ses ogives opérationnelles à long terme. Et troisièmement, l'absence de doctrine nucléaire et de chaîne de commandement propre a fait que l'Ukraine n'a jamais développé de doctrine stratégique pour l'utilisation de l'armement nucléaire, ni mis en place un système national de commandement et de contrôle pour remplacer les mécanismes soviétiques. En pratique, c'était une puissance nucléaire involontaire. Donc, contrairement à ce que l'on entend parfois, ce n'est pas comme si, en rendant les ogives à la Russie, ils avaient commis une erreur stratégique, car en pratique, ils ne disposaient pas des moyens de les utiliser. Et même s'ils utilisaient le matériau de ces ogives pour fabriquer des bombes sales, ils disposent déjà dans leur propre centrale nucléaire de la technologie nécessaire pour produire ce type de matériaux. Alors, ne blâmez pas les Ukrainiens d'avoir rendu les armes nucléaires. Mais la démilitarisation a également concerné les armes conventionnelles, par exemple dans le cadre du programme « Dans un lieu ». À la fin des années 1990, l'Ukraine a transféré une partie de sa flotte de bombardiers stratégiques à la Russie. 8 bombardiers, Tu-1603, Tu-95 et 19 Tu-22. La Russie a également reçu 581 missiles de croisière, Crash 55, avec une portée de 2500 à 3500 km, et 386 missiles, Crash 22, avec une portée allant jusqu'à 600 km. Ironiquement, ce sont certains de ces bombardiers stratégiques que les Ukrainiens ont détruits récemment en Russie. Pour comprendre l'importance de la contribution ukrainienne, il convient de noter que, selon les estimations des spécialistes, la Russie possède aujourd'hui au maximum 60 Tu-22, dont seulement la moitié serait en état de combat. Entre le milieu des années 1990 et le début des années 2000, l'Ukraine a également été contrainte de détruire 60 unités de Tu-22 de différentes versions, 9 Tu-160, 20 éteints, Tu-95 et 487 missiles, Kach-Ar-55, et pour respecter les engagements de désarmement avec les États-Unis, 132 complexes mobiles de missiles tactiques opérationnels d'une portée allant jusqu'à 300 km et 185 missiles balistiques ont été désactivés. En 2012, les systèmes de défense anti-aérienne S-200 d'une portée allant jusqu'à 250 km ont été retirés du service. Dans le cadre de sa coopération avec l'OTAN, l'Ukraine a également procédé à la destruction systématique de son propre stock de munitions conventionnelles, d'armes légères et même d'armement personnel. Depuis 2633 000 tonnes de munitions, 1000 systèmes portatifs de missiles anti-aériens et 1,5 million d'unités d'armes légères ont été détruits dans le cadre du partenariat pour la paix de l'OTAN et de ses clauses concernant la destruction des munitions excédentaires. Pendant ce temps, l'armée ukrainienne a également été gravement affaiblie. L'industrie de la défense a perdu les grandes commandes nationales qui soutenaient auparavant sa capacité. L'industrie héritée s'est concentrée sur l'entretien et la prolongation de la durée de vie des équipements hérités de l'Union soviétique, avec des investissements axés sur la modernisation et non sur le remplacement. Pour la plupart des entreprises de défense ukrainiennes, la seule façon de survivre a été de chercher des clients étrangers intéressés par des armes d'origine soviétique. Rapidement, l'Ukraine est entrée dans la liste des plus grands exportateurs mondiaux d'armement, que ce soit par des ventes légitimes et légales ou par le marché noir, réussissant même à concurrencer directement la Russie. Un exemple de sa compétitivité a été le contrat de fourniture de 320 chars T-80 au Pakistan entre 1996 et 1999. Pour honorer la commande, l'usine Malichev a porté sa production à 110 chars par an, et même ainsi, cela ne représentait qu'une fraction de sa capacité totale, qui était de 900 unités par an. À cette époque, l'ensemble du budget du ministère de la Défense de l'Ukraine ne permettait d'acheter que quelques dizaines de chars par an. Mais après l'effondrement soviétique, le nombre de travailleurs dans l'industrie de la défense a chuté très rapidement, tandis qu'environ 95% de la production totale était destinée à l'exportation. Jusqu'en 2014, une part importante de ces exportations était encore destinée à la Russie, qui n'a jamais réussi à remplacer complètement les composants ukrainiens.
Et même après le début de l'annexion russe en 2014, lorsque l'Ukraine a interrompu la coopération technico-militaire avec Moscou, la Russie est restée dépendante de certains composants ukrainiens essentiels. On peut citer les moteurs de Motor Sich pour les hélicoptères et avions russes, ainsi que les turbines à gaz produites par Zoria Mashprok à Mykolaïv pour les navires de guerre russes. De plus, l'Ukraine a refusé de continuer à fournir un soutien au système de missiles intercontinentaux russes SS-18 le Satan et SS-19 Stiletto, dont le système de contrôle a été développé à Kharkiv par l'entreprise Artron. Certains spécialistes estiment que l'agression russe contre l'Ukraine est en partie due à la nécessité pour la Russie de reprendre le contrôle du complexe militaro-industriel ukrainien. Mais en même temps, la nécessité pour la Russie d'acheter des produits de l'industrie de défense ukrainienne a été l'un des facteurs qui ont permis à cette industrie de survivre jusqu'en 2014 et la pression russe entamée cette année-là est finalement devenue un moteur pour son développement ultérieur. Après l'annexion russe de la Crimée puis du Donbass, l'Ukraine a fait face à un embargo de fait sur les achats d'armes occidentales, qui a duré sous différentes formes jusqu'en 2018, lorsque le gouvernement des États-Unis a finalement approuvé l'exportation d'armements létals vers l'Ukraine. Dans ces conditions, l'industrie de défense ukrainienne est devenue pratiquement la seule source de renforcement des capacités des forces armées ukrainiennes, tout comme cela s'est produit avec la Russie après 2022. L'objectif initial de l'Ukraine n'était pas la production de nouveaux systèmes, mais plutôt la restauration et la modernisation des équipements qui étaient stockés depuis de longues périodes. Dans les années suivantes, les principales priorités de l'industrie de défense ukrainienne sont devenues de remplacer les composants russes nécessaires à l'entretien des armements existants, et en même temps de promouvoir le réarmement basé sur le développement de nouveaux systèmes. Au début de 2021, l'Ukraine avait réussi à remplacer au moins la moitié de tous les composants russes et avait commencé la production en série de plusieurs systèmes qui allaient démontrer une grande efficacité lors de l'invasion à grande échelle. Parmi ceux-ci, on distingue le complexe de missiles anti-navires Neptune, l'obusier automoteur Bogdan et le complexe de guerre électronique Bukovil. Cependant, l'Ukraine est restée dépendante de l'acquisition de certains composants sur les marchés internationaux, et même de la Russie. Avant l'invasion russe de 2022, l'industrie de défense ukrainienne comptait plus de 300 entreprises, institutions et organisations impliquées dans le développement et la production d'armes et d'équipements militaires. Le nombre total de travailleurs du secteur dépassait 250 000 personnes, la plupart de ces entreprises étant publiques, principalement gérées par la société d'État Ukroboronprom, qui regroupait 118 des plus grandes entreprises du secteur. Ces entreprises œuvraient non que dans des secteurs comme la construction et la réparation d'aéronefs, la production d'armements de haute précision et de munitions, la fabrication et l'entretien de véhicules blindés, la production de systèmes radars, la guerre électronique, les communications et la construction navale. L'Ukraine n'a pas lancé de mobilisation industrielle officielle. La part du budget ukrainien consacrée au développement du complexe industriel de défense et à l'augmentation de la capacité de production a été beaucoup plus modeste que celle de la Russie. En 2022, seulement 60 millions de dollars ont été alloués à ces fins, un montant qui est passé à 300 millions en 2023 et à 1,2 milliard en 2024. Des ressources qui, à elles seules, étaient insuffisantes pour créer des industries solides à partir de zéro ou encourager le secteur privé autonome. Mais comme le pays possédait déjà de grandes entreprises sous contrôle étatique, les fonds ont pu être utilisés directement pour relancer la production. L'existence de centaines de milliers d'ingénieurs et d'ouvriers qualifiés, dont la subsistance était auparavant assurée par les exportations de défense, a été d'une importance capitale. De plus, grâce à l'héritage soviétique, il disposait encore de plusieurs zones industrielles déjà établies mais abandonnées, qui pouvaient alors être réactivées. Après tout, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'il est très difficile de transférer des industries à vocation civile vers une vocation militaire. Mais transférer d'une vocation militaire vers le civil, puis revenir au militaire, est beaucoup plus facile. Cela a permis de fournir une maintenance immédiate aux forces armées, aussi bien pour leur propre équipement que pour celui capturé et abandonné par les Russes. Cela a aussi permis l'entretien des armes occidentales, en plus de l'accroissement de la production nationale de munitions et d'armements variés. Malgré des investissements modestes, l'Ukraine a réussi à augmenter considérablement la production d'armements dans les usines existantes et, en plus, a lancé de nouvelles armes pendant les 2 premières années et demie de la guerre. En 2023, la production d'armes et d'équipements militaires de l'Ukraine a triplé. À l'automne 2022,
la production d'obus d'artillerie de 152 mm a commencé pour la première fois sur le sol ukrainien. Et en septembre 2024, l'Ukraine a révélé qu'elle avait également commencé la production d'obus de 155 mm utilisés par les systèmes d'artillerie de l'OTAN. Cela n'avait été possible que grâce à l'octroi d'une licence par le gouvernement norvégien et au transfert de machines par un autre pays allié. En octobre 2024, une munition sur 2 utilisée par les Ukrainiens dans les zones de combat avait été fabriquée en Ukraine même. Alors que l'Europe, après avoir annoncé une expansion audacieuse et des investissements records dans son complexe militaro-industriel, n'a absolument pas progressé en 3 ans, les Ukrainiens, avec beaucoup moins de ressources et de moyens, ont beaucoup avancé. Le coût des munitions ukrainiennes est donc nettement inférieur à celui du marché international. L'OTAN achète des obus de 155 mm pour un prix allant de 4 000 à 8 000 $, tandis que ceux fabriqués en Ukraine coûtent environ 1 500 $ chacun. L'Ukraine fait face à d'importants défis pour augmenter la production de charges propulsives, comme c'est le cas en Europe. L'Ukraine mène également divers programmes parallèles de défense, y compris le développement de missiles balistiques et une variété de drones d'attaque unidirectionnels à propulsion par réaction, ainsi que des missiles de croisière. Bien que la production actuelle de ces systèmes soit encore faible. On prévoit une hausse significative en 2025, sauf si les Russes détruisent leur industrie, ce qui est improbable. C'est parce qu'en 2022 et 2023, les Russes ont, à tort, tenté d'épargner les bâtiments de l'industrie militaire ukrainienne. Très probablement parce qu'ils pensaient les utiliser à l'avenir. Lorsqu'ils ont réalisé que ce n'était plus viable à partir de 2023 et 2024, il était déjà trop tard. Parce qu'avec ce laps de temps, les Ukrainiens n'ont pas seulement augmenté la production, mais ils l'ont aussi dispersée dans des endroits secrets. Pour localiser les centres de production militaire, les services de secret russes ont activement exploité des failles dans les registres publics ukrainiens. Des failles qui permettaient d'identifier les adresses des tenants des installations industrielles, ainsi que les noms des directeurs et des propriétaires. Pour réduire cette vulnérabilité, dès les premiers jours de l'invasion, l'Ukraine a adopté une stratégie de dispersion, organisant le processus de production de manière à éviter la concentration de grands volumes de produits ou de composants en un seul endroit. Il y a eu un grand débat au sein du gouvernement ukrainien, à l'époque. Au début de la guerre, la dispersion des installations industrielles a été privilégiée pour maintenir la production. Toutefois, avec l'intensification des attaques russes, en 2024, le transfert vers des structures renforcées et souterraines a été décidé. Le gouvernement ukrainien a commencé à investir activement dans la construction de sites protégés pour la fabrication d'armements. Bien que l'UCRO Boronpron et leurs filiales aient réussi à augmenter la production de systèmes d'armes critiques et à développer des armements complexes, la concentration de l'industrie de la défense sous propriété étatique a été critiquée en interne. La principale critique est que le gouvernement n'arrive pas à investir de manière adéquate dans les technologies émergentes, comme les drones, pour permettre leur plein développement. En 2022, lorsqu'il est devenu évident que les drones seraient une capacité transformatrice pour la reconnaissance et l'attaque, l'Ukraine a également découvert que le marché international n'était pas en mesure de fournir des drones robustes en quantité suffisante. C'est ainsi qu'un écosystème de fabrication nationale ukrainienne de drones a vu le jour. Aujourd'hui, cet écosystème est composé de plus de 120 entreprises et peut être divisé en 3 grandes catégories. La première couche comprend des entreprises capables de concevoir, produire et adapter des drones hautement efficaces pour la guerre électronique active. Elles sont moins de 15 et beaucoup ont des liens directs avec des unités spécifiques des forces armées, ce qui permet des tests, des évaluations et des améliorations rapides. Dans la deuxième couche, il y a des entreprises qui conçoivent et produisent des drones simples avec une efficacité modérée et peuvent aussi fabriquer des projets développés par celles de la première couche. Dans la troisième couche, on trouve des entreprises qui se contentent de reproduire des modèles éprouvés sans capacité d'innovation. Cette catégorie est majoritaire. Mais il y a un bémol, car le développement des drones a été fondamental pour que les Ukrainiens résistent aux forces russes. Cela est dû à l'initiative privée qui a dirigé et mené la production, le développement et l'innovation des drones ukrainiens. Ce grand nombre d'acteurs permet un cycle d'adaptation très rapide, mais il génère aussi des inefficacités dans l'échelle de production, avec des coûts indirects élevés dus à la fragmentation. Malgré cela, la production de drones a augmenté mois après mois, et en 2024, l'Ukraine fabriquait déjà plus de 100 000 drones par mois, de tout type.
Bien que le secteur des drones soit le plus médiatisé, il n'est pas le seul exemple d'innovation privée dans la défense ukrainienne. Un autre exemple pertinent est le système Skyfortress, la colonne vertébrale de la défense aérienne distribuée. Il utilise des microphones répartis sur le territoire ukrainien pour capter la signature acoustique des cibles aériennes et, grâce à une analyse algorithmique en temps réel, permet un suivi en direct et la coordination des unités de défense anti-aérienne. Le développement et le déploiement du Skyfortress ont coûté environ 5 millions de dollars, une somme ridiculement faible compte tenu de sa grande efficacité. Son expansion a été facilitée par des capteurs et composants commerciaux, permettant une maintenance rapide et économique. Des entreprises privées ont également commencé à produire des systèmes militaires conventionnels, y compris des véhicules blindés, des systèmes d'artillerie et même des missiles. Cela montre clairement que la grande capacité de réaction ukrainienne est due à l'initiative privée ukrainienne, le gouvernement étant moins efficace dans la gestion, mais plus efficace pour coordonner les efforts de l'initiative privée. Jusqu'en 2024, le complexe industriel de défense ukrainien, regroupant les entreprises publiques et privées, comptait 500 entreprises et employait 300 000 personnes, devenant ainsi l'un des piliers de l'économie nationale. En 2023, sur la croissance de 4,9% du produit intérieur brut de l'Ukraine, 1,5 point de pourcentage provenait directement de l'industrie de la défense. Cependant, le manque de ressources et la corruption restent les principaux problèmes. Sur les 40 milliards de dollars du budget de la défense de l'Ukraine, pour 2024, 30 milliards de dollars ont été alloués aux salaires et divers paiements au personnel militaire, et seulement 6 milliards de dollars à l'achat d'armement. Désormais, le fonctionnement de cette industrie de défense ukrainienne sera vital pour garantir des emplois et un minimum de stabilité économique en cas de cessez-le-feu, de pause dans les combats intenses ou même si l'Ukraine continue d'exister, car cette industrie sera la colonne vertébrale économique de la future Ukraine. Selon le contexte, cela placerait l'Ukraine dans la première catégorie des exportateurs d'armes lorsque le conflit prendra fin. Quoi qu'il en soit, nous continuons à suivre la situation. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu. Abonnez-vous en activant la cloche de notification et suivez-nous sur Telegram et Instagram pour rester informé des nouveautés de la chaîne et de la géopolitique. À bientôt et à la prochaine vidéo.